Sylvie, écoute, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui et surtout d'avoir vécu depuis à peu près 3 mois avec tes toiles ici. Et j'ai cette chance de vivre avec et de pouvoir au fur et à mesure du temps les apprécier et peut-être m'imprégner un peu probablement de quelque chose que tu as tenté de mettre en forme dans ces toiles. Tu exposes, je sais, en ce moment dans une galerie du côté de Pigalle. Tu es aussi, tu m'as dit, enseignante d'art à l'université. Et j'ai envie de te demander, pour commencer, comment tu es tombée dans l'art ou comment l'art t'a pris, comment ça a démarré pour toi dans ta vie. Est-ce depuis toujours ça vient de l'enfance parfois? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tout ça s'est construit pour toi? En fait, je pense que j'ai toujours su penser, imaginer que je serais un artiste et que j'aurais une vie différente. Je l'ai toujours su. Je pensais que je deviendrais écrivain, en fait. Il y a quelque chose de l'écriture dans mes dessins, d'ailleurs. Je pense que j'avais quelque chose à voir avec le verbe, hein, le mot. Et puis ma foi, assez vite, oui, vers 14-15 ans, j'ai commencé à peindre, à dessiner. Il y avait la ferveur de Van Gogh très vite. Enfin, mes livres, tout me portait. J'ai été portée par la certitude que je dédierais toute ma vie à cette histoire-là. Et j'ai voyagé un petit peu, et puis en fait, à la suite d'un voyage qui a été une année sabbatique après le bac, j'ai compris qu'il fallait véritablement s'engager, et j'ai fait une année préparatoire et ensuite les Beaux-Arts. J'ai eu le concours d'entrée. À partir du moment où je suis rentrée aux Beaux-Arts, Delia, j'ai compris que j'étais arrivée au port d'une certaine manière, enfin en tout cas à une étape fondamentale, c'est-à-dire des pédagogues merveilleux, c'est-à-dire des gens qui appartiennent de toute éternité à votre famille élective, qui pensent comme vous, qui sont animés de la même énergie, de la même volonté. Un atelier où tout vous est donné, du temps, pas d'enfants, pas de difficultés de santé, la jeunesse, les fêtes. C'est-à-dire quelque chose d'absolument solaire. Solaire, ça a été une période solaire de ma vie, ouais. Sans doute, assurément, la plus exceptionnelle, hein, quand vous êtes tout concours à votre bonheur. Et puis je n'ai plus arrêté. Je suis partie 5 ans au Venezuela, j'ai fait beaucoup de sculptures parce que j'étais diplômée en sculpture, mais déjà aux Beaux-Arts j'avais envie de dessiner. Et puis je suis revenue ici en 90, en France. Et à partir de là, je me suis dit que je ne ferais plus de sculpture. Pour différentes raisons. La première raison, c'est sans doute que la sculpture, c'est très compliqué, ça remplit l'espace. C'est une présence dans l'espace euclidien, une vraie présence. Et j'ai perdu quelqu'un. Et à partir de là, je me suis dit que la présence par trop active de la sculpture ne pouvait plus fonctionner dans ce désir que j'avais de, peut-être à travers le dessin, de recontacter des choses. Vous savez, l'esprit... Les artistes ont toujours eu des vocations comme ça, c'est-à-dire de reconnecter avec quelque chose qui est de l'ordre du mystère, hein, qu'il passe par la mort, qu'il passe par la naissance, qu'il passe par le rêve. Et donc, je me suis mis à ce dessin, je m'y suis engloutie. Je peux dire que je travaille depuis maintenant 36 ans, en fait, entre peinture, sculpture et ensuite dessin. Et le dessin, ça a été quelque chose d'éblouissant pour moi, parce que c'était pas la sculpture justement, parce que si vous voulez, c'est une présence en fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que le papier il est tendu, voyez-vous, et quelque chose apparaît, cette apparition c'est une épiphanie en quelque sorte. Elle apparaît, elle disparaît,
Un dessin n'a qu'une présence illusoire. D'une certaine manière, vous roulez, il n'y a pas de présence, il s'évanouit dans l'espace. Une sculpture, vous ne pouvez pas la rouler, c'est pas possible. Il faut savoir la stocker, la vendre, elle bouffe l'espace, elle la dévore. Elle est très très dure. Je voulais, avec le dessin, être dans un entre-deux, entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Je voulais quelque chose d'iconique, je voulais quelque chose qui procède d'une forme de présence et de disparition, qui quelque part travaillait aussi cette tentative évidemment totalement absurde de communiquer avec quelque chose qui serait de l'ordre du mystère, encore une fois. Seul le crayon, en plus c'est des matériaux très simples, très archaïsants, c'est du fusain, c'est du souffle, voyez-vous, le fusain c'est ça, c'est rien, c'est rien. Vous faites ça sur un fusain, il disparaît. Vous ne le fixez pas, il est mort. Il y a quelque chose qui est magnifique. Du crayon, un noir et blanc. Le noir et blanc, c'est de l'entre-deux. Le monde n'est pas noir et blanc. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui est merveilleux. Et s'en est suivi peut-être ce qui est un peu illusoire, j'ai appelé ça des séries, mais vraiment pour des raisons peut-être plus de catégorisation. Et j'ai fait donc la série Morts et Merveilles, la série Homme en stock, un peu sombre sans doute, et puis la série Totem. Alors la série Totem, elle dure des années, et elle est riche comme ça, des choses qui sont à la fois sans doute des tentatives de prière peut-être, hein, des stèles, des totems. Il y a beaucoup de ligatures, beaucoup de nœuds, avec toute la connotation symbolique que peut avoir le nœud, le nouage, etc. Et puis en 2010, il y a une série qui a commencé à la faveur de je te l'ai dit, hein, le délia de la grossesse de ma fille, quelque chose qui s'enracine dans cette espèce d'étrange choses. C'était le début s'enracine dans l'idée du deuil, et Iris Latifolia s'enracine en quelque sorte dans l'idée de la naissance. À partir de là, il y avait une contraction dans mon travail, et il y a désormais une expansion, quelque chose qui s'aère, quelque chose qui est de l'ordre du végétal, voilà, c'est-à-dire quelque chose qui se transforme avec un petit peu de couleur, qui apparaît timidement, enfin voilà. Et qui s'élabore sans programmation, bien évidemment, sans préconception. Il y a un abandon à cette activité, et qui va en contrepoint complètement de l'activité que je peux faire avec une activité conférencière et professeur d'histoire de l'art, où là je suis vraiment en connexion avec le réel. La densité parfois très difficile du réel quand même, hein, avec les gens, avec les retours, etc., les critiques ou les enthousiasmes. Le réel, voilà, le réel. Et puis, donc il y a là, il y a une expansion, et puis même chose finalement, une contraction, c'est-à-dire qu'à partir d'avril-mai, je prends mes quartiers dans quelque chose qui serait l'intérieur de moi-même, où il y a le papier qui est à nouveau tendu, et qu'il s'agit d'ouvrir, en fait. Je trouve que le dessin, c'est un scalpel, je trouve que le crayon, c'est un scalpel qui ouvre. C'est une merveillosité, n'est-ce pas? Que quelque chose s'ouvre et se délivre à la faveur de cette blessure que l'on va ouvrir, de cette pénétration, de cette défloration, de cette virginité-là qui est là. Ça, c'est quelque chose qui m'emballe complètement. Alors on peut gratter, on peut soustraire, on peut écharper le papier. Je prends des très beaux papiers, donc ils peuvent se permettre ce traitement, ils l'acceptent. Et à l'intérieur, figé, englouti, prisonnier. Il y a quelque chose qu'on délivre qui s'appelle le dessin. Écoute, c'est passionnant de t'entendre, parce que tu es pleine justement de passion, et tu passes un certain enthousiasme, comme tu l'as fait déjà sans doute, oui, lors des soirées avec nos auteurs psychanalystes. Et tu faisais entendre aussi ta passion à transmettre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je comprends que
que tu dois être une enseignante formidable. Oui, oui, enfin oui, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une passion m'anime. Oui. Je suis un artiste qui parle d'art. Oui. Voilà, et, bon, et puis la transmission, enfin oui, c'est quelque chose qui vous anime. De toute façon, je pense qu'on est animé. Je pense qu'on est peut-être acté. Il y a quelque chose que je voudrais dire aussi sur sur la possession finalement. Parler, c'est tenir un truc. L'orateur, il tient quelque chose, il tient un fil, n'est-ce pas, hein? Il est porté, évidemment, mais à un moment donné, il est sur ce fil-là, et avec la voix et avec le mot, le fameux verbe que je n'ai pas pu mettre en mots, en phrases écrites, et qui dès lors se délivre sous les auspices de la pure oralité, si j'ose dire. Et je pense que je renouerais très volontiers avec l'idée des anciens Grecs, par exemple, qui considéraient qu'il y avait des muses qui chuchotaient aux oreilles des poètes, des musiciens. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, même si ça paraît aujourd'hui très obsolète, enfin, hyper technicisé. Je pense. Moi, je peux dire que je le continue, de le penser, qu'à un moment donné, à la faveur du silence, que vous avez besoin pour créer dans votre atelier, le papier qui ne dit rien que sa pure présence, les crayons qui attendent à vous comme ça, ils sont prêts à vous sauter dans les mains, il y a quelque chose, tout est là, dans le silence, que rien ne doit briser, quelque chose qui est finalement une espèce de reconnexion avec vous-même, mais pas seulement. Avec ce vous-même capable de lui-même de se connecter avec quelque chose qui, encore une fois, est de l'ordre du mystère. Les vraies œuvres, elles ont du mystère. On n'arrivera jamais à les comprendre. Vermeer, tout ça, des grands mystères, finalement. Et je pense que c'est ça. Et donc, il faut convoquer les forces en présence. C'est à la fois magnifique et sans doute un peu absurde, parce que après, évidemment, pour que tout ça ait un sens définitif, il faut le livrer au regard de l'autre, il faut que ça existe. Sinon, vous mourrez avec. Il s'éteint avec vous. Il faut s'exposer. Oui, voilà, c'est ça, Délia, exposer. Délivrer, comme tu disais. Ouais, j'ai eu du mal avec ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je pense que ça va se faire maintenant. L'idée aussi d'une, enfin, un peu idiote sans doute, quelque chose qui serait toujours à poursuivre et toujours mieux, et donc c'est absurde ça, vraiment. Il faut vraiment quelque chose qui serait de l'ordre du secret. Le secret ne peut pas se divulguer. Mais voilà. Et après, et puis je voudrais aussi évoquer le trouble qui saisit finalement celui qui crée face à ce qu'il a créé, puisqu'il y a le premier truc et puis quelque chose qui est à la fois mystérieux, enfin troublant, étonnant. Je ne suis pas un artiste figuratif, bien sûr. Je suis un artiste abstrait, et en même temps qui fait toujours référence au réel. L'abstraction pure n'existe pas, bien sûr. Nous sommes quand même des êtres incarnés, on n'est pas des purs esprits. Oui, cet étonnement, enfin, je ne sais pas. Et en même temps, dans ce qui peut apparaître comme un chaos, la pure nécessité d'ordonner ce chaos. Il le faut. Sinon... Voyez-vous, qu'on soit dans l'abstraction, dans la figuration, ça n'a pas de sens, bien sûr. Ce qui a du sens, c'est d'ordonner quelque chose et placer ce que vous faites sur une volonté d'organisation, même si elle est désordonnée, apparemment, elle est organisée. Et je pense aussi que ce qui compte dans cette étrange, finalement, activité, c'est que la recherche du point juste, la couleur juste, même si elle est à peine visible, du trait juste, la justesse, c'est-à-dire l'équilibre absolu, rien de moins que cette immense ambition anime l'artiste. Et
c'est à la fois totalement merveilleux, totalement vain. On en conviendra, passer des heures à ce que ce soit parfait. Et que cette perfection n'apparaisse finalement qu'à vous ou qu'à un nombre limité de gens. La justesse, ce qui procède de la justesse procède de la beauté. Ce qui procède de la beauté procède du vrai. Ben voilà, c'est ça, c'est cette quête-là, insensée, absurde. Écoute, c'est très troublant ce que tu viens de nous dire. C'est même vertigineux. C'est là qu'il y a quelque chose, effectivement, de vertigineux dans l'art, pour celui sans doute qui le fait, et aussi pour le spectateur qui voit quand même quelque chose de cette magie, de cette tentative de perfection, j'ai envie de dire. En tout cas, de cette apparition. Oui. C'est quelque chose, comme tu disais, qui tient de l'épiphanie. Je te propose à ce moment-là d'aller directement à tes tableaux. Oui, d'accord. Je regarde trois dessins, mais qui n'appartiennent pas qui appartiennent plus ou moins à des époques un peu distinctes, on va dire. Je ne date pas mes travaux, j'aime pas l'idée de la datation. Mais Talisman, par exemple, c'est un travail qui doit avoir 15 ans, 15-16 ans, et qui travaille uniquement donc, sur les zones du noir et blanc. Il n'y a pas de variation de valeur. Enfin, il y a une variation de valeur, mais il n'y a pas de couleur. Et le talisman, parce que je considère que de toute éternité, quelque part, nous avons créé pour nous protéger. C'est lié à l'image talismanique, apotropaïque, on va dire, capable de nous protéger d'une époque où je me sentais sans doute en danger. Et donc, l'idée de créer quelque chose qui soit aussi l'idée de l'intérieur. Il y a quelque chose quand même de l'idée de l'intérieur. Et il y a ces éléments-là qui sont des objets chamaniques qui ont été pour moi une grande source d'inspiration. Le chamanisme et les objets chamaniques. Donc, énormément d'éléments, des plumes, etc. Je me suis penchée dans cette histoire-là et ça m'a beaucoup inspirée. Mais chez les chamans, il y a aussi l'idée de la connexion des forces en jeu. Ce sont des gens qui aussi, finalement, sont choisis par ce qu'on pourrait appeler les esprits auxiliaires. Là, j'évoque le chamanisme. Et qui donc sont chargés d'être les intermédiaires entre le monde de l'ombre et le monde du jour. Voilà, entre les vivants et les morts. Et je pense que l'artiste est celui-là. L'artiste, il a quelque chose du chaman. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art contemporain, on peut parler de Beuys, qui a repris complètement l'idée d'un homme médecin. Très humblement et très modestement, je pense qu'il y a de ça. Je pense que l'artiste est celui qui pense, pas seulement penser, mais P-A-N-S-E. Il répare, qui acte quelque chose du monde, qui ouvre, bien sûr, c'est une évidence, des chemins de traverse, mais qui est aussi celui qui prend des risques dans cette aventure-là. L'archétype, peut-être, c'est Dante. C'est Dante Alighieri, la Divine Comédie, celui qui peut passer les 9 cercles de l'enfer sans être happé par les esprits des malheureux, des damnés. Lui et Virgile, ils traversent, et finalement, que font-ils? Ils en ressortent avec... lui, en tout cas, Dante Alighieri en ressortira avec une œuvre majeure dans l'histoire de la littérature mondiale. Donc voilà, il y a quelque chose de ça. Et je pense que j'ai été pris par cette histoire-là. Là, c'est vraiment une autre... elle ouvre, cette série-là, c'est la série Iris Latifolia, donc qui commence à partir de 2010. Il y a un petit peu de couleur. Non, j'y tiens beaucoup, parce que comme il y a assez peu de couleurs, alors que signifie cet arc, je ne sais pas. Ils viennent comme ça, les choses s'organisent entre elles. Voilà. Elles se font d'elles-mêmes. Moi, j'obéis à quelque chose, tout simplement, et on est dans... Mais je l'aime bien, celui-là, je l'aime assez, quand même. Et puis, cette attention à des détails, cette façon de se perdre aussi dans les détails, et de se retrouver, se perdre, se mettre en danger. Je pense que le dessin aussi, c'est ça. C'est risquer quelque chose. Tout le temps. J'aime bien l'idée du danger. C'est un danger maîtrisé, c'est un risque que l'on court parce qu'on sait que finalement on va quand même arriver à s'en sortir. Mettre en danger son dessin, ça c'est très important aussi pour moi. Et puis, voilà, quelque chose qui s'organise, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, dans un format
que l'on cherche à organiser alors qu'on est quand même dans le désordre, des viscères, des chaos. Je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que c'est. Et ici, c'est donc bien sûr Talisman 2, alors que j'aime bien aussi parce qu'il y a quelque chose de l'objet chamanique, encore une fois, hein, censé nous protéger, censé être cet intercesseur. Hein. Le tableau est l'intercesseur. L'artiste est l'intercesseur, c'est vrai, il délivre quelque chose qui se situe dans un entre-deux. Telle est sa mission, vraiment. L'entre-deux, il règne sur le monde de la confusion, il est le maître du désordre, d'un désordre qu'il ne cesse à chaque fois d'organiser. Voilà. Et donc Talisman 1, Talisman 2, et celui-ci n'a pas de titre. Parfois les titres me traversent, parfois ils ne me traversent pas. Et il y a quelque chose donc de cet élément censé protéger. Puisque l'artiste, c'est celui, encore une fois, qui prend des risques quand même dans sa vie, et pas seulement dans sa vie, dans cette tentative de trouver du sens dans quelque chose qui serait très long. C'est une vie, après tout. Voilà. Voilà cette histoire résumée, bien sûr. Je dirais aussi que pourquoi crée-t-on, ça c'est très important, pourquoi finalement passe-t-on du temps, pourquoi essaye-t-on si difficilement aujourd'hui, vu la façon dont sur la scène artistique française se sont institutionnalisées les choses, des artistes institutionnalisés, financés, etc., et l'immense masse des autres dont je fais partie. Pourquoi finalement s'obstine-t-on? Pourquoi s'obstine-t-on? On peut poser cette question légitime, oui, bien sûr, qui nous traverse à un moment donné, qui nous traverse. Mais attends, t'as un problème, ça fait des jours, des semaines, des mois que tu es dans cet atelier pour réaliser des choses que tu n'arriveras sans doute même pas à montrer. Donc il y a une absurdité. De grands projets nous animent, et ce qui anime grandement notre présence, c'est bien cette projection sur le futur. Un futur qui s'organiserait en permanence autour de l'idée d'une création qui serait sans cesse à reprendre, n'est-ce pas, dans une vaine et magnifique tentative de vouloir accéder à quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme de perfection. C'est très immodeste et en même temps c'est cette quête magnifique à laquelle nous aspirons tous, non? Et quand nous créons, nous sommes dans un état, je pense qu'un état qui est un état de vigilance, oui, de vigilance intérieure, de vigilance au monde. Tous les détails du monde sont pris, nous nourrissent, nous influencent. Nous sommes dans un état qui est celui de l'état de poésie, en fait, de réception dans sa plus pure présence, si j'ose dire. Et donc, pour maintenir cet état de vie, qui serait pas seulement un état de vie physique, physiologique, mais un état de vie intérieure, eh bien, c'est pour ça. En fait, nous passons des vies à créer, parce que la création rend toute vie profonde, inspirée. C'est une quête magnifique. Oui, Sylvie, je te remercie de nous dire les choses avec cette justesse, parce qu'il faut quand même le dire. Tu manies le verbe, tu aurais voulu être aussi écrivain. Oui. Tu as été sculpteur, tu as été peintre, tu dessines aujourd'hui plutôt, tu es dans le dessin. Depuis 24 ans. Et c'est magnifique de t'entendre, parce que ça donne au fond sens à quelque chose qui m'a paru toujours important ici. C'est cette proximité entre les artistes et les psychanalystes. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais en fait, dans quelque chose qui m'a toujours apparu comme quelque chose de commun entre nous. Oui, oui. Et je dirais même que ce que je sens le plus commun entre nous, c'est ce que tu as dit enfin là. Oui, à savoir. Dans ce que ce travail nous est nécessaire pour nous rendre toujours vivants au monde de la même manière. C'est une nécessité, c'est pas quelque chose qu'on décide. Ça nous vient d'ailleurs, de toujours,
d'avoir à entendre, à écouter le monde. Alors pour les psychanalystes, c'est à travers la parole des patients. Oui. Et pour toi, Oui. c'est autre chose. Oui. Tu es très ouverte au monde. Nous, psychanalystes aussi, on nous imagine toujours enfermés dans notre bureau, mais en réalité, nous avons besoin d'être présents au monde. Oui, 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 présents au monde de la rue, oui, oui. au monde politique, Oui, 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 à l'histoire. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Je te remercie parce que tu nous as dit des choses très précieuses. Merci, Et peut-être Delia. qu'on pourra continuer ailleurs un jour à faire ces rapprochements qui me paraissent les plus justes Oui, entre tout à fait. l'art et la psychanalyse. Merci Delia, merci Delia pour tout. Hein.